très heureux de vous retrouver pour ce dernier jour de cette folle semaine du Festival du biomimétisme. Et nous nous sommes ouverts pour cette dernière journée aux approches régénératives et nous allons maintenant parler de dépollution parce qu'évidemment, il faut être en capacité, et souvent en s'inspirant du vivant bien entendu, en capacité à restaurer et pas seulement protéger, malheureusement, restaurer des espaces que nous avons dégradés. Et là aussi, comme vient de nous y inviter Gabriel Alperne, nous allons avoir une approche hybride entre terre et mer, même si nous allons majoritairement parler de la mer et de dépollution, notamment plastique. Donc cette séquence de 11h30 à 13h s'appelle tout simplement Régénérer. La planète en a bien besoin et je suis très heureux pour cela d'accueillir en duplex d'abord Yannick Lerat, océanographe, directeur scientifique de The Sea Cleaners, qui nous parlera de ce grand bateau Manta. On avait eu le plaisir de recevoir Yvan Bourgnon l'année dernière. Merci beaucoup Yannick d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est vrai que ça me fait plaisir de pouvoir parler dans cette conférence et cet événement en fait qui parle de biomimétisme. Parce que j'ai une formation en fait de chimiste et de biologiste, et donc le biomimétisme, la bioinspiration, ça a toujours été mon cheval de bataille. On arrive tout de suite avec vous, Yannick. On va laisser nos amis co-intervenants nous dire bonjour également. On revient vers vous. Sébastien Maréchal pour H2 Hope, mais qui est accompagné de quelqu'un d'autre, Sébastien. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, Sébastien Maréchal, et à côté, donc c'est mon ami et cofondateur Brice Pasquier, donc qui est avec moi depuis le début de l'aventure. Merci beaucoup. À tout de suite. Simon Bernard, CEO et co-founder de Plastic Odyssey. Ah non, c'est pas Simon, c'est peut-être Jean-Michel Cheren qui est en duplex alors. Ah, il n'est pas encore là, Simon, d'accord. Jean-Michel, tu es là ? Oui. Je suis là, merci. Merci beaucoup de nous rejoindre depuis la Belgique, j'imagine, cofondateur de Novobiome. Voilà, en effet. Merci beaucoup, je suis enchanté d'être là aujourd'hui. C'est toi qui vas nous parler de la Terre. Exactement, si j'ai bien compris, dans cet environnement très marin, je vais être le représentant du sol. Donc c'est parfait. Et j'en profite aussi pour féliciter l'équipe de la Biomexpo. Je trouve que je suis un grand fan de la Biomexpo depuis tout le début. Et je trouve que vous avez vraiment fait preuve d'une belle résilience en transformant cet événement annuel en une semaine extrêmement inspirante et un beau marathon. Donc bravo. Merci. Et je suis vraiment enchanté d'être là aujourd'hui. Et on accueille Baptiste Jagoury pour représenter la formidable équipe Green Turtle de l'école Estaca. Exactement, merci beaucoup pour l'invitation. Et donc je le salue, il arrivera un peu plus tard, Simon Bernard, qui viendra nous parler du projet Plastic Odyssey, un autre bateau que le Manta, dont vous allez nous parler maintenant, Yannick Lerat. Merci beaucoup, c'est un projet qu'on aime bien, Biomexpo, qui a été exposé à plusieurs reprises à la Cité des Sciences et de la Villette. Donc on est très heureux de continuer à garder le fil et grâce à vous, savoir un petit peu où vous en êtes, comment vous avez traversé cette année 2020, ce qui se projette à horizon de 2021, et surtout en tant que directeur scientifique, quel est le projet scientifique du Manta. Merci beaucoup Yannick. Très bien, c'est un vaste sujet, mais je vais essayer de résumer quand même les idées forces. Le Manta, donc on rejoint, donc vous avez déjà eu des expositions, donc vous savez un peu le concept et comment on se relie à la bio-inspiration. Donc l'idée, c'est de se relier à l'image de l'arrêt Manta sur un bateau de très grande taille et qui est un bateau usine qui permet de collecter les plastiques et qui permet aussi de les traiter. Donc à l'image de l'arrêt, on collecte les plastiques et ces plastiques, on les transforme. Et comme l'arrêt transforme la nourriture en énergie pour se déplacer, eh bien nous aussi, on transforme en fait ce qu'on collecte, les plastiques, en énergie pour se déplacer. Alors, on a aussi prévu la reproduction des mantas. On fait qu'un seul bateau, donc, mais on a prévu déjà les bébés qui s'appellent des Mobula, qui sont des petits bateaux qui interviendront aussi près des côtes en complément de ce que fera le gros bateau usine. Donc vous voyez, on a déjà toute la famille au niveau de l'arrêt Manta et ça nous relie vraiment à la mer et puis aux écosystèmes marins. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? Le projet a beaucoup continué, beaucoup avancé dans la réalisation technique, parce que c'est pas le tout d'avoir un rêve
ou une idée qui fait rêver, mais il faut la transformer en quelque chose de pratique. Et c'est toute l'équipe chez nous de Manta Innovation qui a transformé ce rêve en réalité, en études pratiques et de ce qu'on pourrait réellement réaliser à bord. Donc il y a eu pas mal d'adaptations. Il y a une communication officielle qui sera faite sur où on en est techniquement à la fin du mois de janvier. Et donc vous pourrez voir à ce moment-là, avec force de vidéos et de simulations 3D, vous pourrez voyager dans le bateau. Ah. Donc voilà. Quel est, Yannick, peut-être un rappel en quelques chiffres de la taille de ce bateau et de ses capacités, et puis ensuite, plus scientifiquement, nous expliquer votre collaboration à vous aujourd'hui et dans le futur sur ce projet. Oui, alors les chiffres, je ne vais pas trop m'étendre dessus sur la taille du bateau parce que ça va vous être révélé justement dans le mois de janvier. Donc, je ne vais pas déflorer le sujet. Donc ça, je vais botter en touche. Mais par contre, je peux vous assurer que c'est encore un très grand bateau et son design est vraiment superbe. Alors, au niveau de l'activité scientifique, donc, on a constitué pendant l'année 2020 un conseil scientifique international, donc avec une douzaine de scientifiques qui viennent de différents horizons, de différentes expertises. On a fait notre premier séminaire de conseil scientifique en mois de novembre et j'étais très heureux de voir l'enthousiasme en fait des membres de ce conseil parce qu'ils ont tous été là. Bon, on a fait ça comme on a des gens donc qui viennent des États-Unis, d'Océanie, d'Australie, d'Indonésie et d'Europe. Il a fallu trouver des créneaux horaires qui n'étaient pas très adaptés pour certains, c'était au milieu de la nuit, et qui étaient très tôt pour les Français, c'était à partir de 6 heures du matin. Et malgré tout, on a eu 100% de participation. Et on a senti vraiment une volonté, un enthousiasme en fait de pouvoir nous aider sur la constitution du bateau et répondre aux grandes questions, où aller chercher les plastiques, en quelle quantité on les trouve, quel genre de plastique, et comment on pourrait aussi organiser l'activité scientifique à bord. Hein, le Manta étant un grand bateau, il y a une équipe scientifique qui est prévue à bord, un peu comme un bateau océanographique. Il y aura entre 10 et 12 scientifiques à bord. Et donc, on organisera sur des thématiques spécifiques des appels au projet pour les différentes équipes scientifiques. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est aussi une expédition scientifique, c'est aussi un projet scientifique de collecte de données, de quel type ? Tout à fait. En fait, tout type de données. Donc, ça va être essentiellement sur la localisation des plastiques, la caractérisation. Mais comme on va être en période de collecte aussi, les scientifiques sont très intéressés par voir ce qu'on collecte, le quantifier, voir les différents types de plastique, quelle est leur état de dégradation. Donc, il y a plein d'informations en fait que l'on pourra collecter et qui seront très utiles pour eux après dans leurs études. Et les équipes qu'on va embarquer à bord amèneront un complément en termes d'études. Donc, ça a bien avancé malgré le confinement cette année. On a beaucoup travaillé en téléconférence, mais ça a bien avancé. Ça, c'est une dimension supplémentaire qui est arrivée dans le cheminement du projet ou qui était prévue dès l'origine ? Elle s'est formalisée, je dirais. Elle était prévue dès l'origine. Et puis, avec les discussions au niveau du pôle scientifique, on a vu avec l'équipe de direction et puis l'équipe d'ingénierie comment on pouvait organiser les différents laboratoires, quels seraient les équipements nécessaires, comment accueillir au mieux les équipes. Et je pense qu'on a là une structure qui est vraiment très, très adaptée parce qu'elle est très, flexible. On a des laboratoires à bord qui sont fixes, mais on a aussi des laboratoires en container, ce qui veut dire qu'une équipe avec des équipements spécifiques peut amener son container, le mettre sur le bateau et réaliser ses expériences. Donc c'est ce qu'on voulait aussi un peu. Quelles sont est-ce que vous pouvez nous expliquer, Yannick, les quelques grandes questions que vous vous posez, auxquelles vous allez chercher à répondre ? La grande question, c'est que devient le plastique quand il arrive en mer ? On sait qu'il arrive à peu près 8 millions de tonnes par an. Hein, les modèles estiment entre 8 et 12 millions de tonnes. Ça vient essentiellement par les rivières, les zones côtières, mais aussi par l'activité maritime. Bon, vous savez qu'on produit à peu près 380 millions de tonnes de plastique chaque année. Donc on pourrait dire c'est pas beaucoup qui arrive en mer. Le seul problème, c'est que depuis les années 50, on a produit 9 milliards de tonnes. Et il y en a quand même une grande partie, quasiment 6 milliards de tonnes, qui sont dans la nature, dans des décharges ouvertes plus ou moins gérées. Et ça finit forcément dans les rivières, dans les eaux de ruissellement, et ça finit à la mer. Donc le flux de plastique vers la mer n'est loin d'être terminé. Et on voudrait comprendre ce qui se passe. Est-ce que ça reste en surface et ça va au milieu des océans, dans les gyres ? Ou est-ce qu'une grande partie coule ? À quelle vitesse ça coule ? Quel est l'impact sur les écosystèmes ?
il y a plein de questions qui sont complètement en suspens. Et là, la communauté scientifique a besoin de moyens pour commencer à répondre à ces questions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, fin 2020, ce que vous êtes en train de nous dire, Yannick Lerat, directeur scientifique de The Sea Cleaners, c'est qu'on manque encore de données scientifiques sur cette pollution plastique de l'océan qui est pourtant connue de longue date. Oui, la première conférence, je crois que c'était la conférence Aloha qui a eu lieu à Hawaï, parce que dans le nord Pacifique, en fait, le problème de l'accumulation des plastiques avait déjà été identifié, ça date des années 90. Donc les scientifiques en parlent depuis un certain temps déjà, mais je dirais le grand public est conscient du problème depuis que les journalistes ont commencé à prendre ce sujet à bras-le-corps et à communiquer les chiffres. Et à ce moment-là, il y a une sensibilisation qui s'est faite. Et puis une ouverture aussi, on était sur les macrodéchets dans les années 90, et une ouverture aux microplastiques. On a découvert que finalement, dans toutes les microparticules qu'on avait dans l'océan et puis à terre, on avait énormément de microplastiques. Et là, on en trouve partout. Donc la question, c'est est-ce que c'est dangereux? Potentiellement, on sait qu'il y a plein de risques, mais concrètement, est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Est-ce qu'il faut les ramasser? Est-ce que c'est pas grave? D'où viennent ces microplastiques? Est-ce que c'est les gros qui se fragmentent? Ou est-ce que c'est juste une partie des gros qui se fragmentent? Et il y a encore pas mal de questions en suspens. Une ou deux dernières questions, mais on reviendra vers vous un peu plus tard. En quoi le fait d'avoir une expédition scientifique sur un bateau qui lui-même est un bateau de collecte va apporter on va dire des atouts supplémentaires pour l'analyse scientifique? C'est-à-dire ne pas être uniquement sur un bateau qui va faire du recueil d'informations, mais sur un bateau qui lui-même est un acteur de la dépollution. Déjà, la première chose, je ne sais pas si vous savez, mais dans la flotte océanographique, vous avez essentiellement des bateaux d'ancienne génération, qui sont des bateaux à propulsion à énergie fossile. Pour l'instant, il n'y a pas de bateau qui soit sous la forme de catamaran, ou très peu, et avec une énergie propre, entre guillemets. C'est-à-dire que là, c'est vraiment les plastiques qui ne sont pas d'une qualité suffisante pour être recyclés, qui vont être convertis en énergie et qui serviront à faire avancer le bateau, y compris pendant les campagnes de collecte de données pour les scientifiques. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Et j'espère qu'on fera un petit peu tâche d'huile et que les nouveaux plans de construction de bateaux océanographiques intégreront ces énergies propres dans l'avenir. D'accord. Pourquoi pas sur une plateforme comme le Manta, ça pourrait être une belle plateforme. Absolument. Et donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que cette dimension scientifique, cette expérimentation, c'est aussi sur cette transformation énergétique du plastique collecté pour faire avancer un bateau d'une nouvelle génération et qui est une expérimentation scientifique et technique qui pourra servir évidemment une multitude d'autres bateaux. Oui, tout à fait. Les techniques qu'on va embarquer donc de pyrolyse pour convertir les plastiques en énergie sont des techniques qui ont été développées à terre. Elles sont quand même relativement, on va dire, on n'est plus à l'étape de prototype, mais on a quand même des technologies qui sont un peu robustes. Par contre, elles n'ont jamais fait leurs preuves en mer. Il faut les amariniser, comme on dit. Et le milieu marin est un peu complexe. Ça bouge, il y a de la corrosion, il y a des conditions qui sont un peu difficiles. Et puis, à bord d'un bateau comme ça, vous avez des sources d'énergie multiples. Vous avez les capteurs solaires, vous avez les hydroliennes qui génèrent de l'énergie électrique, et vous avez la pyrolyse qui va générer de l'énergie électrique. Donc il faut gérer ce mix électrique, et ça, c'est pas une mince affaire non plus. Donc c'est vraiment une plateforme d'expérimentation, ce bateau aussi. Merci beaucoup Yannick Lerat. Je propose que vous restiez avec nous, si on peut aller du côté de H2 Hope, parce que là, pour le coup, ils n'utilisent même pas d'énergie, si j'ai bien compris le concept. Mais là où c'est probablement complémentaire, enfin tout est complémentaire, c'est que vous êtes davantage en amont, je crois, sur des rivières ou sur des fleuves. Vous êtes encore à terre. Tout à fait. Alors, nous, effectivement, il y a une donnée qui a été donnée justement par Yannick, c'est qu'effectivement, on a ces fameux 8 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont déversés chaque année dans les océans. Et comme il l'a très justement dit, ça provient à 80% des cours d'eau. Et donc, nous, on a décidé justement de s'attaquer aux cours d'eau parce qu'effectivement, c'est comme une fuite d'eau que vous avez à la maison. C'est effectivement nécessaire d'éponger la fuite, mais il faut aussi essayer de la stopper. C'est pour ça qu'on s'attaque justement aux cours d'eau avec notre solution, le Riverwell, que vous voyez d'ailleurs en fond derrière nous.
Mais je crois qu'on a on l'a même en photo à travers une ou deux diapos, si vous voulez. On peut montrer quelques diapos et on revient très vite vers vous pour que vous nous expliquiez. Mais oui, on le voit en partie derrière vous. Alors pendant qu'on lance les diapos, il y a déjà eu une expérimentation. Tout à fait. Donc nous, en 2019, donc en partenariat avec la ville de Strasbourg et puis la région Grand Est, donc on a testé notre solution sur 2 mois sur une petite zone, l'une en zone urbaine et l'autre en zone rurale. Pourquoi ces 2 zones? C'était pour montrer qu'il y avait aussi bien une pollution sur des zones, on va dire, avec une forte densité, avec l'homme de très présent, mais qu'en milieu rural où l'homme est quand même moins présent, on avait quand même une pollution. Ce qui a été intéressant dans l'analyse des déchets, parce que les équipes H2O, en fait, lorsqu'elles récupèrent les déchets, font une pesée et un tri de ces déchets. Parce que derrière, nous, on fournit des rapports de collecte. Vous allez pouvoir avoir justement la quantité de déchets qui ont été récupérés, leur typologie, le nombre de passages, les zones qui sont principalement polluées. Et donc, sur ces 2 mois, donc, on a récupéré 133 kilos de déchets plastique, carton, fast-food, et ça sur une petite zone qui était inférieure à 2 km². On récupérait tous les 2 jours environ 3 à 4 kilos. Alors attendez, je voudrais qu'on s'arrête, si vous voulez bien, une minute là-dessus, parce que autant la pollution plastique de l'océan, ce fameux 7e continent, est très massivement impactant. On voit des côtes incroyablement polluées. C'est très frappant. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a aussi une forme de pollution plastique sur les rivières et sur les fleuves qui a l'air de passer comme ça, un peu inaperçu, une bouteille qui flotte de temps en temps, et que quand on met des outils de collecte comme les vôtres, on se rend compte que ceux qui courent comme ça au fil de l'eau, en réalité, sur une journée ou sur une semaine, ça représente des masses considérables. Oui, tout à fait. On a participé au mois de juin sur un ramassage en bordure, mais sur des zones difficiles. Donc, on était assisté d'une petite unité, d'un petit bateau. Et avec une dizaine d'amis, on a procédé à un ramassage en plusieurs points pour pouvoir couvrir une zone, on va dire, d'1 kilomètre quand on mettait tout bout à bout. Et on a quand même réussi à récupérer 303 kilos sur une journée sur 1 kilomètre pour avoir un kilomètre étalon, on va dire. Ce qui fait que c'était en bordure du Rhin. Ce qui permettait d'estimer par rapport au visuel qu'on en avait et la réalité de ce qu'il en était à quasiment 10 tonnes sur les 2 berges qui séparaient la France de l'Allemagne sur à peu près 5 km. Donc on arrive vraiment sur sur 10 km, on arrive sur un gros volume. Parce qu'effectivement, on a une partie des déchets qui effectivement vont finir dans l'océan, mais on a quand même une bonne partie des déchets qui restent, qui vont finir soit au fond du cours d'eau ou alors qui vont venir s'entremêler avec un arbre tombé au milieu d'un cours d'eau. Après, ce qu'il faut voir également, c'est que on prend souvent la notion d'activité humaine. Donc, quand on est en zone urbaine, où un cours d'eau passe, effectivement, on va retrouver actuellement des masques qui flottent sur face de l'eau. Quand on est à proximité d'une zone où il y a des fast-foods, on va voir des gobelets qui vont flotter, des bouteilles, la consommation humaine. Mais quand on va se retrouver en partie un petit peu plus rurale, les déchets, c'est pas que les gens ne se promènent pas. Il y a quelques promeneurs qui perdent un casque de vélo, qui tombe malheureusement dans l'eau, ils n'arrivent pas à le récupérer, ou une gourde, mais on se retrouve avec des déchets qui vont être ramenés du fait des intempéries, des périodes de crues avec les inondations qui vont venir récupérer tout ce qui a objet dans les jardins des gens qui habitent en bordure de cours d'eau. Et puis, tous ces déchets-là vont venir s'accumuler dans nos rivières. Et puis, pour certaines, quand il y aura une fragmentation ou autre, on sait en tout cas qu'une chaise de jardin, par exemple, sera peut-être plus facilement arrêtée en rivière. Le jour où on la laisse traîner, qu'elle se fragmente, effectivement, elle arrivera en nanoparticules et microparticules sur la transition vers les océans. Oui, très intéressant effectivement de bien prendre conscience que cette pollution plastique, elle est aussi terrestre dans l'eau sur Terre, j'ai envie de dire, enfin avant qu'elle arrive dans l'océan. Est-ce que vous voulez nous parler, vous aussi, de vos projets 2021 ? Vous avez, cette semaine, été lauréat du prix du Biomime Challenge, donc j'espère que ça va vous apporter un petit coup de projecteur et d'accélérateur. Quels sont les projets et les prochaines étapes sur 2021 ?
Donc, nous, à l'heure d'aujourd'hui, donc on est prêt. Donc, on avait fait les démonstrations pour montrer l'efficacité aussi bien du Riverwell que de nos services. Donc, nous, aujourd'hui, 2021, pour nous, ça va être vraiment l'année clé, puisqu'on est actuellement en train de procéder à l'étude des premiers contrats avec différentes collectivités, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc 2021, pour nous, c'est le déploiement à l'échelle nationale et puis européen. Bah c'est tout le mal qu'on vous souhaite. On va rester avec vous, on va revenir. Je ne sais pas si Yannick Lerat, peut-être un commentaire sur cette complémentarité entre le terrestre et le maritime. Et on ouvre le micro, oui. Voilà. Oui, tout à fait, il y a une complémentarité. Il y a une superbe étude qui avait été faite par Laurent Le Breton et son équipe sur la modélisation de ce qui se déversait par un grand nombre de fleuves à travers le monde. Et on voit bien qu'il y a une belle corrélation en fait, entre ce qui sort des fleuves et donc ce qui se dépose le long des berges des fleuves. Effectivement, ça peut être pris dans la végétation. Dans ce cas-là, la végétation peut être ce qu'on appelle un puits pour la pollution plastique, c'est-à-dire qu'elle va rester là pendant un certain temps. Autrement, quand c'est juste posé sur les berges, la crue suivante, en fait, ça descend un peu plus bas. C'est ce qui se passe en Asie en général, où les crues, les périodes de pluie sont quand même très abondantes et les crues sont vraiment très importantes. Et ça nettoie en fait toute la pollution qui est sur les berges, qui a été mise là involontairement ou volontairement d'ailleurs. Bon, après, il ne faut pas leur jeter la pierre non plus. Hein. Chez nous, il y a simplement 30 ou 40 ans, on avait des décharges à ciel ouvert qui se déversaient en mer et qui se déversaient aussi dans les rivières. Tout à fait. Voilà. Les choses changent, heureusement. Mais est-ce qu'on a une idée de la répartition de la pollution plastique entre terre et mer? Je ne sais pas si quelqu'un a un élément de réponse là-dessus. Difficile à dire. Difficile. Parce qu'en fait, on ne connaît pas encore la vitesse de sédimentation en fait, de ces déchets plastiques qui arrivent en mer. On sait que beaucoup sédimentent vers les fonds rapidement au niveau des zones côtières. Mais vous voyez qu'il y a aussi des accumulations au milieu des grands océans, dans les gyres. Alors, vous employez le terme de 7e continent que j'aime pas trop, parce qu'il ne s'agit pas d'un continent. Hein, si vous prenez une photo en fait, du 7e continent, vous allez voir une mer bleue, sans aucun débris plastique. Tout simplement parce qu'ils sont extrêmement dispersés, en général en toute petite quantité. Donc au mieux, c'est une espèce de soupe de plastique très très diluée. Mais au moins, ça a le mérite de montrer aux gens que tous ces plastiques-là s'accumulent au milieu des océans et que c'est pas normal que ça s'accumule là. Et puis après, ça sédimente au fond des fosses abyssales. Mais la vitesse de cette sédimentation, on ne la connaît pas bien. Donc du coup, on connaît l'apport de matière plastique qu'on a depuis les années 50 à terre. Mais la part qui est partie dans les océans, pour l'instant, c'est vraiment que des estimations. Mais il y en a encore une grande partie qui est à terre, dans des décharges qui étaient gérées à une certaine époque, mais qui ne sont plus gérées maintenant. Sébastien Maréchal, peut-être un élément de réponse sur la part de cette pollution plastique terrestre? Oui, donc nous, on avait récupéré justement une étude de 2017. Donc, bien sûr, c'est toujours basé par extrapolation, puisqu'on n'a pas pour l'instant de solution pérenne et surtout le territoire pour estimer la quantité de déchets qui sont réellement déversés par les cours d'eau français dans nos océans. Mais cette étude de 2017 chiffrait quand même à 47 000 tonnes de plastique qui étaient déversées justement par les cours d'eau français, que ce soit dans la Méditerranée, la Manche ou l'Atlantique. Donc ça reste quand même assez impressionnant, surtout qu'on se dit que dans ces 47 000 tonnes-là, on ne prend pas en compte les déchets qui, eux, sont restés sur les berges ou qui se trouvent au fond de l'eau. Après, pour nous, ce qui est des déchets, on va dire, en milieu terrestre, proche de tout ce qui est, on se retrouve plus pas confronté avec les dégradations du fait du sel, mais c'est vrai que les UV ont une rapidité d'action quand même assez phénoménale. Et quand on faisait du ramassage au niveau des berges, on se rend compte que plus on tarde à récupérer les plastiques, plus ils sont difficiles à récupérer parce que quand on va les prendre en main, en fait, vous les craquez comme une chips, quoi. Ça c'est très, très friable. Donc, c'est vraiment réussir à mettre en place un système de traitement continu, quoi.
On va rejoindre Simon Bernard, mais je voudrais qu'on repasse par Yannick Lerat, s'il vous plaît, parce que peut-être un mot, Yannick, si vous pouvez nous éclairer sur l'impact sur le plastique entre l'eau salée et l'eau douce. Qu'est-ce que ça change? Alors, entre le sel et puis l'eau douce, je dirais que ça ne changera pas grand-chose, mais c'est ce que disait tout à l'heure le collègue, là, c'est comment les UV comptent beaucoup quand les plastiques sont en surface, à la surface de l'eau. Ça va dégrader en fait le polymère au niveau chimique et ça va le rendre beaucoup plus hydrophile, c'est-à-dire que ça va absorber plus l'eau. Alors qu'ils sont plutôt hydrophobes, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à repousser l'eau dans leur constitution normale. Ça va favoriser l'attachement aussi des micro-organismes qui vont se mettre sur ces plastiques et qui vont continuer le morcellement. Bon, le seul problème, c'est que les plastiques sont constitués essentiellement de carbone, et le carbone dans les écosystèmes est très 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 largement présent, et celui des plastiques, ça demande beaucoup d'énergie aux micro-organismes pour les attaquer. Donc des bactéries vont préférer attaquer une feuille d'arbre ou des végétaux plutôt que d'attaquer des plastiques. Et c'est pour ça que les plastiques se dégradent très très lentement, mais ils ont été mis au point pour ça dans les années 50, pour résister à la dégradation. Ça veut dire que ce qui compte, c'est pas eau douce, eau salée, mais ce qui compte, c'est la flottaison. Enfin, c'est le contact avec les rayons. Oui. Ça, et puis ce que vous disiez aussi, hein, c'est comment, à partir du moment où ils sont fragilisés, s'il y a une agitation, de la turbulence, etc., on va fragmenter. Oui. Et quand on fragmente, après, on accélère un petit peu la dégradation par rapport au plastique de départ. Mais c'est très long. Il y a eu des expériences qui ont été faites sur des sacs plastiques. Pourtant, un sac plastique, c'est un polyéthylène basse densité, c'est très fin, mis simplement au fond de l'eau, sur des fonds marins d'une dizaine de mètres. Après 1 an d'exposition, ils avaient perdu peut-être 0,5%, 1% de leur masse, quoi. Oui. Donc c'est extrêmement lent, en fait. Ce qui évidemment encourage toutes les campagnes de sensibilisation sur l'arrêt de l'usage et pas uniquement des facteurs de dégradabilité. Peut-être rejoindre Simon Bernard parce que vous aussi vous partez pour un... Bonjour Simon, merci d'être avec nous. Vous partez vous aussi pour un nouveau, beau et grand projet. Vous avez eu, comme beaucoup, une année 2020 difficile, mais vous avez tenu le cap, bravo, pour lancer Plastic Odyssey en 2021. Donc merci tout simplement de nous dire un petit peu... D'abord, d'où vous venez et comment vous vous êtes saisi de ce projet-là, parce qu'il faut quand même de l'audace pour se lancer dans ce type de projet et nous expliquer ce qu'est Plastic Odyssey et ce qui va se passer en 2021, s'il vous plaît. Bien sûr, merci pour l'invitation. Moi, à l'origine, je suis ingénieur et officier de la marine marchande. Donc, j'ai navigué pendant quasiment 2 ans autour du monde sur des navires de commerce. Donc l'océan, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et je me suis intéressé depuis très jeune à toutes les problématiques environnementales, à la réduction des émissions des bateaux et à tout ce qu'on pouvait faire pour limiter les pollutions océaniques. Et le plastique, c'est quelque chose qui est assez visuel, dont on parle beaucoup maintenant. C'était moins le cas, c'est pas encore le cas avant. Mais donc ça fait 4 ans maintenant que j'ai lancé avec deux cofondateurs le projet Plastic Odyssey. Et nous, contrairement aux 2 projets qui viennent d'être présentés, on se concentre vraiment sur le plastique qui est à terre. Donc pas en allant le collecter. Donc nous, on se concentre vraiment pas sur la collecte, mais vraiment sur comment faire en sorte qu'il n'arrive jamais dans les rivières ou dans l'océan. Et pour ça, on a remarqué que 90% de la pollution provient d'une trentaine de pays dans le monde à bas et moyens revenus, donc qui se trouvent majoritairement en Asie, Afrique, Amérique du Sud, et qui n'ont pas d'infrastructure de traitement, comme on le disait. Donc les déchets s'amoncellent dans des décharges à ciel ouvert et ne sont pas collectés, ne sont pas recyclés. Donc ça, c'est bien sûr pour les déchets qui sont présents, qui ont déjà été produits. Ça représente 5 milliards de tonnes actuellement de déchets qui sont là, qui attendent et qui se déversent au fil du temps dans l'océan. Donc nous, on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire en sorte de fermer ce robinet de plastique qui se déverse. Alors pour ça, bien sûr, il y a donc ça représente 20 tonnes, comme je disais. Il y a 2 solutions. Quand on regarde les études scientifiques,
peut-être passer la slide d'après, parce que je crois qu'il y a les slides. Alors, on en a parlé rapidement du 7e continent, qui effectivement n'est pas un continent de plastique. Là, on voit une photo qui a été prise par Tara Expedition il y a 2 ans, au cœur du 7e continent de plastique. C'est quelques microparticules et ça représente une infime partie en réalité, ce qui flotte à la surface. Malheureusement, le problème est beaucoup plus complexe puisqu'on remarque quand on regarde combien il y a de plastique qui flotte à la surface de l'océan, on s'aperçoit qu'il n'y en a quasiment pas par rapport à tout ce qu'on a mis. Les scientifiques appellent ça le mystère plastique parce qu'on ne sait pas où est ce plastique. Donc probablement, il y a plein d'hypothèses, probablement au fond de l'eau, probablement dégradé en petites particules qui a intégré la chaîne alimentaire et aussi en grande partie échoué et capté par la végétation sur les côtes. Et donc, nous, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut avoir un impact le plus grand possible sur cette pollution? Si on arrive, les études montrent aussi que si on arrive à recycler ne serait-ce qu'un déchet sur 2 dans 20 pays, donc les 20 pays les plus contributeurs, on recycle un déchet sur 2, on résout le problème, 40% du problème mondial. Déjà. Donc ça, c'est pour les déchets qui ont déjà été produits. Et pour le reste, si on arrive à limiter la consommation de plastique, donc en trouvant des alternatives au plastique et réduire cette consommation, eh ben, on va réussir sur le long terme à réduire la production de déchets. Ça, c'est le pari. Notre pari, c'est d'arriver à démocratiser toutes les solutions qui existent, que ça soit sur le recyclage ou sur la réduction. Et donc, pour le recyclage du plastique, on a dit, il y a des tas de choses qui existent. On sait aujourd'hui transformer le plastique pour en faire des matériaux de construction, pour en faire du carburant par pyrolyse. C'est des techniques qui existent. Le problème qu'il y a, c'est qu'elles ne sont pas démocratisées. Elles sont entre les mains de quelques industriels et elles ne sont pas accessibles dans les pays qui en ont le plus besoin, les pays vraiment à la source qui souffrent de la pauvreté et de cette pollution plastique. Donc nous, le défi avec Plastic Odyssey, c'est de développer des systèmes avec des modèles économiques derrière pour permettre à des entrepreneurs du monde entier de lancer leur initiative, leur projet de recyclage plastique à une échelle locale, partout sur les côtes du monde entier, et donc transformer comme ça des déchets en ressources, créer de l'emploi localement et éviter que ces déchets n'arrivent dans l'océan. Ça, c'est le défi, la vision qu'on a. Et pour y arriver, on a aussi un bateau laboratoire qui est plus sous forme de 3D maintenant, puisqu'il est actuellement construit. Il va sortir de chantier en avril, au printemps 2021, et il va embarquer 200 mètres carrés d'atelier de recyclage, avec aussi une pyrolyse du plastique, qui est vraiment la dernière étape du recyclage. Donc, pas dans le but vraiment de se dire c'est une solution d'avenir, c'est le carburant du futur, mais en se disant on peut limiter la production de pétrole ça dépend vraiment du contexte, mais par exemple sur des îles isolées qui importent du pétrole pour faire tourner des groupes électrogènes, là, on va pouvoir installer des containers de pyrolyse pour éviter de consommer du pétrole vierge et utiliser le plastique qui a déjà été produit pour en faire du carburant. Donc, tout ça, ce bateau-là, il va vraiment pas nous servir à nettoyer l'océan. Il va nous servir à faire escale dans les pays cibles pour transformer des déchets dans le but de convaincre sur place, de répliquer toutes ces solutions, mais aussi travailler avec les acteurs locaux, donc des entrepreneurs, des investisseurs, des incubateurs, pour adapter ces systèmes-là au contexte et permettre de faire fleurir donc une sorte de catalyseur d'initiatives du recyclage partout dans le monde. Donc ça, cette expédition, elle va partir en 2021. Elle va faire le tour des 3 continents les plus touchés par cette pollution, donc vraiment en ciblant les pays les plus impactés. Et cette expédition va durer 3 ans et en parallèle, on a un programme d'accompagnement qui va aider les entrepreneurs du monde entier à lancer leur initiative du recyclage pour que durablement, après le passage de ce bateau, qui est le bateau ambassadeur, fédérateur, on puisse avoir un réseau mondial d'initiatives du recyclage. Ça, c'est le défi. Et donc, voilà, le challenge est vraiment sur faire connaître les solutions parce qu'elles existent. Il faut les adapter, bien sûr, mais il faut les faire connaître. Donc, on a décidé, et je pense que c'est ça la force du projet, de faire de la recherche en open source. Donc, tout ce qu'on fait, que ça soit les machines, on parle beaucoup de technologie, mais derrière, il y a aussi les modèles économiques, l'accompagnement des entrepreneurs, tout ça va être mis gratuitement en ligne, en open source, sur une plateforme. Et on aimerait devenir une sorte de Wikipédia du recyclage plastique.
Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'existe pas d'école du recyclage. C'est-à-dire qu'on a plein de technologies, plein de systèmes qui existent, mais en France, il n'y a même pas d'école du recyclage. C'est-à-dire qu'il y a des écoles de plasturgie, mais on n'apprend pas à transformer des déchets. Donc ça, on aimerait un peu changer la donne et devenir cette référence en termes de lutte contre la pollution plastique et la transformation des déchets en ressources. Merci Simon, je voudrais qu'on s'arrête une minute, on verra peut-être une ou deux autres images, mais ça veut dire que ce bateau, c'est un démonstrateur à la fois en matière de technologie, mais aussi de modèle économique, j'imagine, parce que encore faut-il être capable, même si on a la solution, de l'appliquer économiquement. Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, vous avez l'air de dire que les technologies existent, mais elles sont quoi? Elles sont cachées, elles sont réservées, pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas davantage, à votre avis? Alors, c'est à la fois un démonstrateur, puisqu'on va avoir ces machines physiquement à bord, donc ça va être une sorte de Fab Lab industriel embarqué. Donc, on va permettre de montrer ce qui peut se faire, mais aussi on va s'en servir pour faire de la recherche sur des usages et des modèles économiques. C'est-à-dire qu'on va accueillir à bord des entrepreneurs et on va mettre à disposition ce laboratoire pour transformer des déchets qui sont des déchets spécifiques au pays pour en faire une ressource qui est pertinente dans le pays. Donc, ça peut être des poteaux de signalisation au Kenya parce qu'ils sont volés pour être vendus à la ferraille, des tuiles au Burkina Faso parce que les toits sont en tôle et que ça permet d'isoler. Donc, l'idée, c'est de trouver des modèles, des débouchés. C'est ça la clé. La clé, c'est vraiment de trouver des débouchés pour que ces plastiques puissent pour que ces technologies, puissent créer des filières viables économiquement. Et c'est comme ça qu'on arrivera à créer. Il ne faut pas que ça soit subventionné, sinon on devra dépenser beaucoup trop d'argent. Donc, il faut réussir à créer des modèles comme ça économiquement viables pour créer de l'emploi localement. Et pourquoi ces technologies sont encore peu connues? C'est que déjà, elles sont à une échelle qui est souvent très grande, donc c'est des grandes usines qui coûtent cher, donc qui demandent des investissements énormes. Nous, ce qu'on cherche, c'est à faire des petites unités, comme on le voit là ici au Burkina Faso. C'est une machine de pyrolyse, ça, qui tient quasiment dans un conteneur, qui est installée au Burkina Faso. Et donc, le challenge, c'est d'arriver à faire ces unités à petite échelle. On en trouve quelques-uns. On travaille avec le CARE. Le CARE, c'est 70 000 personnes qui vivent du recyclage. C'est souvent de manière informelle et c'est pour ça que c'est pas connu. C'est qu'au CARE, il y a des entrepreneurs qui ont construit des broyeurs à plastique qui coûtent moins cher que les broyeurs chinois et qui sont beaucoup plus durables parce qu'ils sont conçus pour être réparés et ça dure 40 ans. Mais ils sont pas connus parce qu'ils n'ont pas de site internet et que leur objectif n'est pas de s'internationaliser. Donc, ils font ça, ils se passent les plans, la manière de construire de génération en génération, mais les plans de la machine n'existent pas en ligne et donc personne n'a accès pour le reconstruire. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec eux, on fait de la rétro-engineering pour avoir les plans de ce broyeur, par exemple, ou des autres machines, et pouvoir les mettre à disposition d'autres entrepreneurs qui vont se trouver dans d'autres pays et qui pourront reconstruire ces machines derrière. Alors ça, c'est un aspect intéressant, les autres le sont aussi. On parle là d'une forme de modèle en microéconomie, c'est-à-dire la capacité à démultiplier des petites unités de production super locales, proches, j'imagine, des lieux de pollution potentielle. Ça aussi, c'est finalement aussi un des grands principes du vivant, plutôt démultiplier les unités que d'avoir quelques grandes unités centrales. On va demander une réaction du côté d'Yannick Lerat dans un instant, mais pour rester encore évidemment quelques minutes avec vous, Simon, quel est le modèle économique de Plastic Odyssey? Je vois que vous avez un pôle L'Occitane, donc j'imagine qu'ils sont partenaires associés à cette aventure. Mais comment, pour revenir un tout petit peu en amont, comment vous avez monté votre projet tout simplement? Comment vous êtes-vous lancé dans cette aventure? Oui, alors c'est ça. Alors comme le modèle économique de la partie recherche et expédition, donc la R&D qui se fait en open source, on n'est pas une start-up qui fait appel à des investisseurs, on a un projet qui est assez proche dans le modèle de ce que fait Citiner, c'est-à-dire qu'on fait appel à des partenaires qui s'associent au projet et qui nous permettent de le financer et de développer ces plans en open source, de pouvoir aussi financer l'expédition qui a pour but de médiatiser ces initiatives-là, de les faire connaître, qu'elles soient répliquées, copiées,
Donc tout ça, cette première phase, elle est financée par des sponsors, par des partenaires du projet. Donc l'Occitane en fait partie, on a plusieurs autres partenaires importants. Et l'idée derrière, c'est d'avoir un deuxième modèle, donc qui va être plutôt sous un modèle qui ressemble à un incubateur, qui va être ce fameux programme d'accompagnement des entrepreneurs dans le monde entier. Ça, c'est un programme qui va se faire pendant et après l'escale, parce qu'on ne peut pas en 3 semaines d'escale faire grand-chose. Donc l'idée, c'est de planter une graine à l'escale, d'avoir cette base de données de contact et derrière de pouvoir les accompagner. Donc là, le modèle économique de cette deuxième phase sera un peu différent. On cherche encore quel est le meilleur moyen d'avoir l'impact le plus grand possible. C'est pas tout le temps l'ONG est pas forcément en fait le meilleur modèle, puisque on veut pas apporter des solutions comme ça. On veut vraiment accompagner et faire en sorte qu'elles durent dans le temps. Et donc souvent les modèles plus proches de l'entrepreneuriat sont plus intéressants. Yannick Lerat, les technologies et les outils de transformation, de recyclage ne sont pas assez connus, ne sont pas assez utilisés, ne sont pas assez accessibles. Ça fait aussi partie du projet Manta que de l'expérimenter et de déboucher sur des outils plus facilement déployables sur l'ensemble de la planète. Oui, c'est une très bonne remarque qu'a fait Simon. C'est que ces technologies, en fait, sont, je dirais, quasiment sur l'étagère, parce qu'elles ont été travaillées dans des projets de recherche. Mais après, l'intégration réellement dans des entreprises dépend un petit peu du niveau d'expertise des gens qui sont là. Et le point a été souligné, c'est très important, c'est l'intégration de ces technologies de recyclage en termes de connaissances, de fonctionnement, dans les filières d'éducation. Quand on forme des nouveaux plasturgistes, eh bien, faire un plastique avec des produits propres, des matières premières propres, ça demande déjà une certaine expertise, mais je dirais c'est relativement facile. Refaire un produit recyclé qui réponde à un cahier des charges techniques pour que l'objet soit utilisable et durable, c'est une autre problématique parce qu'il y a beaucoup plus d'impuretés, il y a une variabilité matière, et ça, c'est pas facile à gérer. Et c'est vraiment un métier en soi. Et donc sur le volet microéconomie, oui, nous de notre côté aussi, donc on travaille sur la pyrolyse, et notre objectif a été aussi d'avoir en fait une option de pyrolyse qui puisse être mise en container, ce qui permet aussi dans les communautés où il y a un problème de gestion en fait des déchets plastiques, de pouvoir apporter une solution locale et facile à mettre en œuvre. Donc il y a une promotion de la technologie de pyrolyse aussi qui est faite au travers ça. Merci Et beaucoup. pour rebondir sur la microéconomie, oui, je crois beaucoup à cette approche. Et même au niveau français, il ne faut pas croire que la microéconomie, c'est uniquement en Afrique ou en Asie. Posez-vous la question, enfin moi je me la pose, à chaque fois que je mets mes déchets d'emballage dans ma poubelle jaune, je me dis, mais pourquoi tous ces emballages, je les mélange dans la poubelle jaune et que je paye quelqu'un après dans un centre de tri pour retrier? Ça serait pas plus intelligent de les amener directement dans la bonne poubelle, je sais pas, à l'échelle du quartier ou à l'échelle qui va bien, et créer un peu de tissu social et de tissu économique local? Je laisse la question ouverte. Oui, la question, en tout cas, les principes du vivant y répondent, hein. C'est-à-dire que dans le vivant, on travaille en circuit court, tout se crée, se transforme en boucle plutôt de proximité. Et donc, c'est pour ça que je réagissais sur cette idée d'approche microéconomique qui est venue de l'économie sociale et solidaire, qui est venue aussi de tous ces courants, Mohamed Younous, il y a déjà pas mal d'années. Et donc, c'est une dimension, merci beaucoup pour vos témoignages, parce que c'est une dimension à laquelle on ne pense pas forcément spontanément. Et Simon, Yannick, vous avez effectivement mis le doigt sur une dimension, sur un aspect important, être en capacité, comme le vivant, à traiter localement le problème, entre guillemets. Sauf que le vivant crée. Je pense que l'open source, en fait, le fait d'innover en collaborant, c'est aussi une particularité du vivant, parce qu'il y a de la compétition dans la nature, mais il y a aussi beaucoup de collaboration. Et quand on regarde les micro-organismes, les micro-planctons, on se rend compte justement que la collaboration prime souvent sur la compétition. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chacun réinventer dans son coin des technologies, on parle de pyrolyse, j'ai l'impression que tout le monde travaille sur la pyrolyse, mais nous on se dit à quoi bon réinventer dans son coin et refaire encore des choses, réinventer la roue, quand on peut bénéficier de tout ce qui a été déjà fait, tout le savoir, toute la connaissance qui existe.
Et donc, c'est pour ça qu'on parie sur l'open source, sur l'innovation collaborative, parce que ce qui est développé en ce moment en Afrique du Sud, sur la Tyrolyse, ou dans le sud de la France, ou en Asie, chacun réinvente dans son coin la même chose. Donc, il faut au contraire collaborer, mettre en commun le savoir, si on veut avoir une chance d'aller de combattre cette pollution-là et tous les autres enjeux environnementaux suffisamment rapidement, avec un impact suffisamment grand. Voilà, ça aussi, c'est aussi Tout à à ça qu'on fait. croit. Absolument, c'est important. Je voudrais qu'on fasse un petit détour par Baptiste, Green Turtle, et ensuite on parlera aussi de pollution terrestre et de capacité à la dépolluer avec Jean-Michel. Mais peut-être une réaction, vous nous présenterez Green Turtle dans quelques minutes, mais peut-être une réaction de Baptiste quand vous voyez ces autres projets. Personnellement, je trouve ça super. Nous, quand on a lancé notre projet de notre côté, on s'attendait pas. Enfin, on mettait juste un pied dans le milieu, et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des tonnes de projets qui existent, qui sont appelés à avoir un réel impact, et c'est super motivant pour nous parce qu'on se dit qu'on rejoint un domaine qui est déjà bien implanté, où il y a plein de choses qui se passent. C'est super riche et c'est super motivant. C'est plutôt motivant, c'est pas de la compétition, c'est de la coopération et c'est un effet de confluence. C'est comme ça que vous le ressentez. Exactement, c'est-à-dire que le problème des déchets concerne toute l'humanité, toute la planète. Ce serait pas très intelligent de se mettre en compétition là-dessus. D'après ce que je vois là, c'est que chacun a une solution qui est propre et qui concerne un milieu et qui avec une mission bien définie. On a tous des missions différentes, mais l'objectif c'est le même, c'est de faire en sorte que la pollution des océans ça s'achève un jour ou l'autre. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on attaque chacun le problème par un angle différent, avec des envies, des motivations et des moyens différents, et c'est ça qui est génial. Et c'est probablement ça aussi qui fera le succès, et pas une fois de plus la solution miracle et l'attente du grand soir. On va revenir vers vous évidemment, mais je voudrais qu'on passe par la Terre, par Jean-Michel Scheuren, côté Novobiome, pour aussi nous expliquer que la pollution, on la retrouve pas uniquement dans l'océan ou dans les rivières, et que malheureusement, c'est peut-être une pollution, Jean-Michel, on va dire une pollution plus insidieuse, invisible. L'avantage, entre guillemets, de la pollution plastique de l'océan, c'est qu'avant que ça devienne évidemment des microparticules qui descendent, mais à un moment donné, on la voit, alors que la pollution des sols, qui est pas moins dommageable, parfois est une pollution invisible. Tout à fait. Mais la problématique des plastiques est tout à fait présente dans les sols aussi. Je n'ai pas réagi tout à l'heure, mais il y a pas mal d'études qui sortent de plus en plus qui démontrent en fait qu'on a une hyper-accumulation en fait, des plastiques dans nos champs, qui remontent toute la chaîne alimentaire également. Et on voit aussi, et c'est un des aspects chez nous qu'on couvre aussi chez Novobiome, mais j'y reviendrai par après probablement, c'est que voilà, on a un réel besoin de travailler sur cette problématique des déchets, travailler sur l'amélioration des tris, sur une collecte qui va être séparée. Hein, et donc, on a notamment toute la question qui nous intéresse un peu plus, c'est toute la problématique des déchets organiques, des déchets ménagers. Et là, on voit, par exemple, déjà à l'heure actuelle, il y a près de 30 millions de tonnes de déchets ménagers qui sont collectés. L'objectif de l'Union européenne, au niveau de l'Union européenne. Au niveau de l'Union européenne, c'est de monter à 130 millions de tonnes d'ici 2030. Et là, clairement, il y a un réel enjeu de la contamination du plastique, parce que c'est crucial aussi que cette matière organique, on a vu en début de semaine, pour ceux qui ont pu assister aux différentes conférences, sur l'importance en fait de la vie dans les sols pour les écosystèmes terrestres, et que le retour, cette biomasse, cette matière organique au sol est vraiment fondamental, pour entretenir la vie dans les sols, mais aussi pour stocker du carbone et dans une stratégie de lutte contre le changement climatique. Et là, la contamination des plastiques est un réel enjeu. Et on collabore déjà avec plusieurs acteurs du monde du déchet pour vraiment nous voir un peu comment est-ce qu'on peut aider dans l'amélioration de ces composts pour essayer de récupérer et de refaire une séparation à ce niveau-là des plastiques avant qu'ils ne soient justement exposés au soleil, fragmentés, qu'ils soient dégradés justement dans les microplastiques et qui rentrent alors dans la chaîne alimentaire au niveau des sols. Peut-être on peut profiter de ta présence, Jean-Michel, pour que tu nous fasses un peu de pédagogie justement sur ces approches régénératives et leur dimension bio-inspirée. Alors, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour le faire, je peux essayer de le faire. Mais avant de revenir, je voudrais venir un peu sur la thématique de la journée. Je voulais partager une anecdote aussi qui moi, m'a fort marqué il y a quelques mois. Et comme beaucoup de passionnés du monde du vivant et de fascination, moi, j'ai eu la chance de grandir dans un environnement où, en tant qu'enfant, je pouvais sortir, aller dans la forêt, j'avais pas trop de soucis, c'était super. Et une grande passion aussi d'une fascination du monde du vivant vient de documentaires animaliers. Et donc, je me souviens des après-midi passés devant justement les émissions des explorations Cousteau.
Et alors, il y a quelques mois, justement, j'ai la chance finalement d'être le papa de 2 enfants, dont un fils qui a 6 ans. Et pendant le confinement, mon fils est venu vers moi et me dire, papa, est-ce que vous pourriez regarder un documentaire animalier ensemble? Bon voilà, j'étais très enthousiaste, je me dis chouette, c'est un beau moment à partager, et justement de voir l'émerveillement, l'enthousiasme qu'on peut avoir justement à l'heure actuelle avec ces magnifiques images qu'on a dans ce documentaire. Et donc on a commencé à regarder le documentaire, et j'ai commencé à regarder justement la réaction de mon fils, et il n'y avait pas d'étoiles dans ses yeux, il n'y avait pas d'émerveillement, mais il y avait des larmes. Il a pleuré pendant toute la durée du documentaire. Et alors, à la fin du documentaire, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui t'a rendu si triste? Et je dis, les images étaient belles, oui, c'était magnifique, mais ça disparaît. On est en train de casser la planète et c'est de notre faute. Et c'est ce regard d'un enfant de 6 ans qui nous rappelle finalement l'importance de l'enjeu qui nous concerne aujourd'hui, de focaliser, d'aligner nos efforts, en fait, notre responsabilité collective par rapport à la régénération, à la restauration de ces écosystèmes qui sont dégradés. Et ça, c'est vraiment le moteur finalement par rapport à ce qui anime Novobiome. Et si je veux partir dans la pédagogie derrière, c'est que le biomimétisme et cette motivation de la restauration ont été les 2 moteurs en fait qui ont donné naissance à Novobiome. Et on s'est vraiment posé la question, tiens, comment est-ce qu'on peut, nous, appliquer le biomimétisme à des questions de dépollution, de régénération? Et on a regardé un peu plus la dynamique des écosystèmes et notamment le rôle des différents organismes dans cette dynamique-là. Et on a croisé le chemin finalement du règne fongique et de l'importance en fait du règne des champignons. Alors c'est des organismes qui sont vraiment à part, qui ont vraiment façonné en fait le monde du vivant de la planète comme on la connaît aujourd'hui. 90% des plantes vivent en symbiose avec des champignons. Ce sont les recycleurs du vivant, donc ils sont responsables de plus de 90% en fait de la dégradation de la biomasse sur Terre, donc de recycler finalement toute une série de cycles dans le cycle du carbone. Et ce sont les chimistes du vivant. Et là, on voit finalement, effectivement, que on a un gros corpus de littérature, de recherche académique, de recherche qui démontre que les champignons sont extrêmement pertinents pour attaquer finalement la question de pollution, de dégradation de ces polluants toxiques, récalcitrants, notamment les plastiques. On a de super études maintenant qui sortent sur la capacité finalement de certaines souches fongiques de dégrader les plastiques en quelques semaines, mais aussi de s'attaquer finalement à notre héritage industriel. Et donc là, on regarde, nous, un peu plus, en disant, tiens, voilà, quels sont les gros héritages industriels de la pollution qu'on a. Et un des axes qu'on a choisi au sein de Novobiome, c'est de travailler sur la problématique de la pollution de sol. Il faut savoir que... Oui. Oui, et dans cette pollution du sol, on va retrouver un certain nombre de choses, dont le plastique. Mais ce que tu es en train de nous dire, c'est que là aussi, peut-être on sous-utilise ce fameux règne fongique, ces champignons, pour lutter contre les pollutions diverses et variées. Oui, clairement. Donc là, alors moi, je ne suis pas le scientifique du binôme, donc moi je suis plus sur la partie organisationnelle, et c'est Caroline qui est ma cofondatrice, qui est la scientifique, un docteur en microbiologie. Mais clairement, on voit dans les paradigmes scientifiques, c'est que la science aussi a poussé par des paradigmes. Donc, on a eu une phase de recherche sur la partie fongique dans les années 60, 70, 80, et puis dans le courant des années 90, début 2000, ça a shifté vers le bactérien principalement. Et on voit que le rôle du champignon, l'étude sur le fongique est devenue un parent pauvre. On a très peu de connaissances en mycologie, enfin, ça commence à se perdre, on a peu de collections, et ça revient un peu maintenant. Et pourtant, le rôle des champignons dans les écosystèmes est fondamental. Quand on découvre maintenant, je veux dire, l'importance finalement plus au niveau agriculture, donc la fait de finalement pouvoir se passer d'intrants, qu'est-ce que signifie un sol vivant, sans finalement la prise en considération des champignons mycorhizes, c'est totalement impossible, c'est totalement inimaginable. Que ce soit en agroforesterie, même chose. Et justement, dans ce cycle de la matière organique et dans la capacité qu'ils ont, c'est vraiment un parent pauvre qui peut utiliser. Et ça, c'est notre cheval de bataille vraiment au Novobiome, c'est de dire, OK, nous, notre objectif, c'est de développer vraiment, de pousser à peut-être à ouvrir la possibilité ou à accompagner en fait sur le changement de paradigme, ou ouvrir la possibilité de dire, oui, voilà, les champignons ont un rôle à jouer, et essayons de travailler avec le vivant, avec cet organisme-là, pour développer finalement un ensemble de solutions, ce que nous on appelle les mycotechnologies environnementales, pour adresser vraiment différentes problématiques environnementales.
Je voudrais, si c'est possible, avoir une réaction de Yannick Lerat pour créer un dialogue entre vous. Ma question, c'est de savoir si, justement, dans la dimension scientifique du projet Manta, est-ce que cette discipline de la microbiologie sera présente dans le collège scientifique? Est-ce que ça fait partie des aspects que vous allez étudier? Oui, tout à fait. C'est un excellent point. Je suis très content qu'on parle de ça et qu'on ait parlé tout à l'heure de collaboration dans les systèmes vivants, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment en tête quand on regarde les reportages animaliers un peu anciens où le lion mange la gazelle. Mais en fait, dans le vivant, il y a beaucoup plus de coopération, de collaboration qui vont même quelquefois jusqu'à la symbiose que de compétition. Parce que tout simplement, bah, c'est plus efficace en fait. Et donc sur la partie analyse des champignons, on n'a rien de spécifique, mais par contre, on a prévu dans les études d'analyser la plastisphère. Donc c'est toute la population de micro-organismes qui adhèrent en fait au support plastique. Il faut savoir qu'au niveau des bactéries et des champignons aussi, en général, ce sont des organismes qui n'aiment pas trop pousser en flottant dans un milieu liquide. Ils préfèrent être associés à des surfaces. D'où la notion de biofilm, qui est un film organique qui se met sur une surface et qu'on trouve vraiment partout, dans le milieu industriel, mais dans le milieu vivant aussi. Et les champignons sont des contributeurs acharnés, je dirais, à la fabrication des biofilms, puisque avec les mycorhizes, on crée en fait des filaments et toute une structure qui va être relativement résistante. Et les bactéries vont ramener aussi des biopolymères, des exopolymères, qui vont souder tout ça. Donc la question se pose vraiment quand vous regardez des biologistes qui ont une vue un petit peu large, si la vie à l'état primaire et finalement n'était pas sous la forme plus d'un biofilm que d'une vie en suspension. Et dans le milieu marin, les populations de micro-organismes se focalisent en général, sont attachées aux particules. Plus il y a de particules, plus il y a d'organismes. Ce qui veut dire qu'aussi, plus il y a de particules de plastique, plus il y a d'organismes fixés. Alors ça peut poser un problème potentiel de danger si vous avez des pathogènes, mais ça donne aussi une biomasse qui est très très active pour modifier la chimie de l'eau, dégrader la matière organique, dégrader les polluants, etc. Et donc la contribution de cette biomasse, pour l'instant, on commence juste à la mesurer, mais on n'a pas une bonne vision. Donc je dirais que pour revenir un peu plus aux champignons et aux mycorhizes, c'est super important et je suis vraiment très content en fait que Novobiome travaille là-dessus et que ça incite des chercheurs à changer un peu de sujet et à travailler sur les champignons de manière positive, parce qu'on les a beaucoup travaillés de manière négative pour trouver des substances qui empêchent les champignons pathogènes sur les cultures, mais on peut aussi travailler dans l'autre sens. Oui, les champignons, collaboration. Les champignons peuvent aussi être les meilleurs amis de l'homme, et notamment en matière de dépollution. Est-ce que, Jean-Michel, tu peux nous donner un ou deux exemples ou retours d'expérience, peut-être un peu plus spécifiquement sur des approches justement inspirées du vivant et terminer, enfin on reviendra vers toi, mais sur le rôle des champignons en matière de dépollution plastique, un peu plus précisément? Alors, sur les plastiques, j'ai malheureusement pas encore de bonnes nouvelles de notre côté, hein. C'est un sujet qui nous intéresse vraiment, mais pour l'instant, on focalise sur la partie plus sol. Et donc, effectivement, on a eu cette lecture. C'est là l'intérêt aussi du biomimétisme, c'est d'apporter un regard différent par rapport aux connaissances aussi à un moment donné à un autre. Donc, on a eu cette lecture biométrique par rapport à la question de la dépollution des sols, notamment au corpus académique, hein, qui focalise vraiment sur un modus operandi qui va être la production enzymatique et ces enzymes fongiques qui sont super parce qu'elles permettent de dégrader finalement tout, à la fois les plastiques, on reviendra, mais toutes les longues chaînes carbonées qui composent la plupart des polluants organiques qu'on a dans l'histoire industrielle. Mais à un moment donné, quand on doit shifter par rapport à l'application, et se dire, OK, mais dans quel environnement, dans quelle niche écologique, en fait, on va travailler, ben là, justement, l'approche biomimétique nous permet de se poser les bonnes questions. Et c'est ce qu'on a fait, nous. Donc, on a screené, on a réidentifié, on a testé différentes souches fongiques pour arriver sur une preuve de concept de notre côté, de démontrer, en fait, notre capacité avec un champignon qui a plutôt son environnement, son aisance dans l'environnement sol, à dégrader à plus de 90% en fait des contaminants en un peu plus de 3 mois sur un site industriel historique qui est une très forte contamination. Alors,
l'intérêt en fait de l'approche fongique et de la solution de la bioremédiation en général, c'est que la problématique de la pollution de sol, elle déclenche plusieurs problématiques. Hein. Donc c'est un enjeu important au niveau européen. Hein. Donc c'est 2,8 millions de sites qui sont potentiellement contaminés. Et souvent, c'est en zone urbaine ou en périurbaine. Hein, et donc, on a vraiment pour l'instant aussi une grande tendance d'expansion de ces zones urbaines, donc d'artificialisation de sols qui est fertile, parce que la reconversion en fait, de ces friches industrielles est trop onéreuse, parce que les technologies qui sont disponibles, heureusement, il y en a à l'heure actuelle pour traiter les pollutions complexes, elles sont quand même très chères. Généralement, ça consiste à tout mettre dans un camion et à envoyer ça à des dizaines ou à des centaines de kilomètres dans un traitement thermique ou mise en décharge, ou physico-chimique qu'on appelle ça. Donc, c'est une espèce de grosse machine à laver dans laquelle on met les terres dedans, on concentre les polluants et récupère ce qui nous intéresse pour la partie plus construction. Mais c'est bien, donc c'est des solutions qui fonctionnent très très bien, qui est vraiment bien, mais dont l'impact est important. Nous, notre objectif est de dire, OK, pour l'instant, on vise à être capable de réduire de moitié en fait, le coût d'intervention par rapport à la pollution, par rapport à comparaison, par exemple, à un traitement thermique, mais surtout, d'arriver avec une approche qui travaille avec le monde du vivant, qui a ses propres sources d'énergie, donc on ne va pas travailler avec des énergies fossiles, donc on va être beaucoup plus respectueux, entre guillemets, à la fois du sol, mais aussi au niveau énergétique. On réduit près de 70% en fait l'impact, l'empreinte carbone liée au processus de dépollution. Donc voilà, là c'est un peu ce qu'on essaie de promouvoir, c'est de dire ok, voilà, on veut étendre en fait le champ des possibles dans termes de la dépollution, en tout cas au niveau des sols, en disant ok, voilà, il y a toute une panel de solutions qui existent, et dans le domaine des solutions de bioremédiation, les champignons ont vraiment un rôle intéressant à jouer. Alors c'est pas simple, hein, parce que alors là je reviens sur la partie plus approche collaborative, approche de développement de nouvelles solutions, low-tech ou open source. Alors, on est dans des cadres qui sont des grandes échelles, qui nécessitent pas mal d'investissement aussi, ne fût-ce que pour arriver à une démonstration ou aussi à avancer en fait de la frontière de la recherche tout en poussant finalement le développement de nouvelles solutions. Et donc c'est toujours des enjeux aussi qui sont compliqués entre finalement trouver le bon équilibre entre satisfaire à la fois les investisseurs, sécuriser des sources de financement, promouvoir l'impact et autres. Donc ça c'est tous les enjeux où il n'y a probablement pas une bonne réponse, mais c'est vraiment de belles questions des questions de collaboration. Je rebondis sur les deux points d'avant qui sont vraiment... Et puis c'est très intéressant, on va aller du côté de l'Estaca avec Green Turtle, mais c'est très intéressant à travers vos témoignages, et c'est aussi ce qu'on essaye de faire, de montrer la complémentarité des approches et cette capacité justement à hybrider les choses. Le vivant est aussi résilient par sa capacité mycorhizienne, quoi. Donc on essaie de créer des liens, et toutes les approches sont complémentaires. On va revenir sur un exemple avec Green Turtle, peut-être un peu plus un exemple d'ingénieur. C'est normal puisque ça vient d'une belle équipe d'étudiants que vous représentez, Baptiste, du côté de l'Estaca, pour imaginer un robot tortue. Green Turtle, c'est un robot tortue qui vise à naviguer, on ne sait pas comment, vous allez nous expliquer ça, pour collecter là aussi un certain nombre de déchets plastiques. Donc merci beaucoup, Baptiste, d'être avec nous et de représenter ces étudiants. Je vais quand même citer leurs noms: Clara Martin, Thomas Gestel et Tristan Crétois, et probablement d'autres autour de ce projet Green Turtle. Merci de nous raconter un peu l'idée. Vous allez aussi nous montrer quelques images et de nous parler des prochains objectifs de l'année 2020. Merci. Alors, vous l'avez très bien résumé, Green Turtle, c'est un projet qui vise à la construction d'un robot tortue ramasseur de déchets dans les ports. Alors, c'est un titre un peu loufoque pour un projet, mais en fait, ça vient d'une double idée de base. En fait, il y a 2 ans, j'étais tombé sur un documentaire sur Arte qui parlait de la pollution dans les océans, et j'avais été dévasté de voir l'état dans lequel se trouvait notre planète. Donc, je me suis dit, ça serait vraiment bien qu'au sein de l'école, donc l'école où on se trouve, qui est l'Estaca, qui est une école d'ingénieurs spécialisée dans les transports, on puisse développer une technologie qui irait éventuellement résoudre le problème de la pollution, que ce soit dans les océans, dans les fleuves ou dans les ports. Et on avait également envie il y a un petit souci d'image. On avait également envie de développer une solution qui soit bio-inspirée, parce que c'est pareil, depuis que je suis tout petit, je suis un immense fan de Léonard de Vinci et de toutes ces solutions qu'il avait développées en s'inspirant de la nature. Et je me suis dit, si on peut faire une solution qui nettoie les océans tout en ressemblant à quelque chose qu'on trouve dans la nature, c'est génial.
Donc, on est venu avec cette idée-là de faire un robot tortue, tout simplement parce que la tortue, c'est un animal qui est extrêmement agile, qui peut nager en stationnaire, qui a un corps rigide, ce qui est plutôt idéal pour contenir des déchets, parce que si on avait fait un animal marin classique, c'est-à-dire avec un corps qui ondule, ça aurait été particulièrement compliqué mécaniquement. Et ensuite, ce corps, il peut être creux, donc encore une fois, idéal pour stocker des déchets. Et pareillement, la tortue, c'est un animal qui est un peu malheureusement l'ambassadeur de la pollution marine. On a toute cette image de la tortue qui s'étouffe avec les sacs plastiques. Et on se disait, faire un robot tortue qui nettoie les déchets, c'est quand même génial parce que c'est la meilleure revanche qu'on puisse faire sur toutes ces tortues qui ont souffert pendant des dizaines et des dizaines d'années de la pollution marine. Donc voilà, donc on est parti sur cette idée de faire un robot qui ressemble à une tortue, qui nage comme une tortue, qui n'a pas de tête et qui est creuse et qui va avaler les déchets comme une poubelle munie de nageoires. Donc ça, c'était le premier point. Et ensuite, on s'est dit, mais où est-ce qu'on va la mettre, cette tortue? Parce que c'est quand même un animal qui est assez imposant, mais pas tant que ça. Donc on s'est dit, on va pas la mettre dans les océans parce qu'elle en aurait pour des siècles. On va pas la mettre dans les fleuves parce qu'on a peur du courant, on a peur des récifs, on a peur des branches et compagnie. Donc on s'est dit, on va la mettre dans un endroit où il n'y a pas de nageurs, où il n'y a pas de prédateurs naturels de la tortue, il n'y a pas d'algues. L'architecture est simple, il n'y a pas de récifs, pas de rochers. Donc en fait, on veut la mettre dans les ports. Parce que tout simplement, c'est plus facile pour nous d'évoluer dans les ports, et aussi parce que les ports sont des clusters à déchets, et les déchets y rentrent et ont du mal à y sortir, ça s'y accumule. Moi, à titre personnel, je vis en Provence, je ne vais citer aucune ville, mais il y a de nombreux ports côté desquels on peut se balader, et on constate que les déchets s'accumulent rapidement dans les angles, ou même entre les navires, dans les ports, donc c'est assez désastreux. Donc faire une solution qui ramasse les déchets dans les ports, ça paraissait utile. Voilà. On va essayer de voir une image. On a un petit peu de mal à afficher la petite vidéo. Voilà, en tout cas, on voit une représentation ici. Juste en amont, Baptiste, c'est un projet dont vous avez pris l'initiative tout à fait spontanément et librement, ou ça fait partie du process pédagogique de l'école que de vous inciter à réfléchir à des projets de ce type-là? Comment est née l'idée au tout début? Alors, en fait, les deux, les deux points. C'est-à-dire que l'école nous invite, de par ses nombreuses associations et les nombreux projets qui se trouvent dans chaque association, à avoir des idées, à les mettre en œuvre. C'est très intéressant pour nous à titre personnel parce que ça veut dire qu'avant même d'arriver sur le marché du travail, on a des expériences techniques, on a des expériences de management, de travail en équipe. Donc, on nous incite vraiment à lancer des projets. Après, que le projet soit faisable ou pas, ça tient qu'à nous. Donc, l'idée, c'est que quand on arrive en 3e ou en 4e année, on peut arriver avec un projet, le proposer, et ensuite l'école l'approuve. Le projet est hébergé par une association, il est suivi par des professeurs. Nous, on est notés, on a des oraux et des rapports à remettre à la fin de chaque semestre pour témoigner de l'avancement du projet. Donc voilà, d'un côté, on est vraiment incité à avoir des idées, et de l'autre, on a tout l'environnement pour faire naître ces projets, pour les financer, pour recruter des étudiants, ce genre de choses. Et par ailleurs, c'est un point dont on nous parle assez souvent, c'est comment se finance un projet étudiant. Il y a plusieurs aspects qui sont assez intéressants. Tout d'abord, l'école met un petit peu d'argent sur la table pour nous donner des fonds et avancer. Les associations également. Et on va aussi aller chercher des partenaires, des entreprises qui produisent des technologies, des moteurs, des capteurs, qui savent imprimer des pièces en différents types de plastique, qui savent usiner des pièces métalliques, pour les contacter et leur dire, voilà, est-ce que vous voulez vous associer au projet et nous donner gratuitement tel moteur, tel capteur, afin qu'on puisse l'utiliser. Oui, voilà, parce qu'il y a eu quand même un gros travail de modélisation, de simulation. Enfin, tout ça nécessite un peu de sous et beaucoup de temps. Oui, c'est-à-dire que la première année du projet, donc le projet a été lancé l'année dernière, quand j'étais en 4e année. Toute cette année-là, on a fait tout ce qui était faisable de faire gratuitement. Donc, autrement dit, on a fait toute la conception, la simulation et un peu de programmation. Donc, ça, on est arrivé à ce visuel du robot que vous avez pu voir il y a quelques instants, un visuel qui a été mûrement réfléchi pendant un an, sur lequel on a fait des simulations, notamment sur les nageoires, sur la coque, pour tester les performances hydrodynamiques du robot. On a aussi fait un peu de programmation sur le comportement du robot, comment il réagit dans l'eau, comment il peut différencier un déchet d'une paroi, comment il évite un obstacle, quelles sont ses réactions. Donc, tout ça, on l'a fait la première année, tout ce qui était numérique, mais non pas moins difficile. Et la deuxième année, là, on commence à aller vers le concret, à justement contacter des entreprises pour acquérir du matériel, pour imprimer des pièces, les assembler, programmer des capteurs.
Et voilà, commencer à fabriquer les différentes parties du robot séparément, donc la partie propulsion, la partie captation des déchets, structure, détection, et dans le but à la fin de l'année ou durant l'année prochaine, assembler tout ça et faire un premier proto de robot tortue. Premier proto, fin 2021. Quelle taille doit faire cette Green Turtle ? Alors, en fait, sur la taille, on était assez libre parce que les tortues, il y a beaucoup de formats dans le monde marin. Il y a des tortues qui sont très petites, il y en a d'autres qui sont immenses. Les tortues luttes peuvent aller jusqu'à, je crois, 350 kg, donc c'est vraiment des titans. Pour une vitesse relativement rapide, en plus, ça peut monter jusqu'à 15 km/h, 10-15 km/h sous l'eau, ce qui est quand même pas mal. Mais nous, on a choisi de la faire pas trop grosse parce que tout simplement, on évolue dans un environnement portuaire. Si le robot heurte un navire, on préfère que ce soit le robot qui paye plutôt que le navire en face. Ce sera toujours plus simple pour nous. Ce sera moins coûteux que de rembourser quelqu'un. Donc, on a fait un robot qui a une contenance entre 50 et 60 litres de déchets, ce qui est l'équivalent d'une grosse poubelle de cuisine. C'est pas énorme, mais l'idée, c'est que le robot soit vraiment un espèce de gardien qui attend dans les ports qu'un déchet se pointe, qui aille le chercher. Et une fois que le robot est rempli, il ira se vider dans une station, un espèce de dock, dans lequel il ira se vider en déchets, se recharger en énergie avant de repartir en chasse. On appelle ça la chasse entre nous parce que c'est vraiment une guerre qu'on mène contre les déchets dans le milieu portuaire. Oui, c'est une chasse, c'est un combat, on peut appeler ça comme on veut. Si vous voulez qu'il évite de rentrer, de télescoper des bateaux, vous regardez L-Wave qui est venu nous présenter cette technologie de vision électromagnétique et qui crée une bulle de vision. L-Wave, Pierre Tuffigo, il était là mardi matin. Très belle technologie aussi inspirée de la vision électrique de certains poissons qui naviguent en eau trouble justement. Mais non, je parlais de la taille pour quand même, répondez-nous en termes de mètres ou non, mais sur on sait bien que des tortues peuvent avoir différentes tailles, mais votre tortue à vous, a priori, elle aura quelle taille ? C'est vrai que j'ai pas répondu à la question, j'ai répondu à côté. Alors la tortue fait 1 mètre de long en longueur pour 70 cm de large sans les nageoires. Après, avec les nageoires déployées, elle va vers les 1m50, 1m80 je crois, mais la moitié des nageoires est souple, ce qui fait que la tortue peut racler les bords sans se détériorer ou sans avoir un impact négatif sur la nageoire. Justement, c'est ce qu'on voit là sur l'image, avec l'extrémité des nageoires en bleu, c'est pour modéliser la partie souple, appelée à rencontrer, à choquer, par exemple, des coques ou des murs dans les ports, ou des pontons, toutes sortes de choses. Pour le coup, dans cette simulation-là, elle date de l'année dernière, c'est pas la dernière version, parce qu'aujourd'hui, on va tester différents modèles de nageoires avec différentes portions rigides souples, pour justement savoir quel est le meilleur type de nageoire, parce que nous, idéalement, on aurait une nageoire totalement souple, pour ne rien abîmer à l'impact, mais ça pourrait dégrader les performances de la tortue sous l'eau. Donc voilà, on réfléchit à une bonne portion rigide, une portion souple, pour que la tortue nage au mieux sous l'eau. Et une fois que cette tortue a fait sa chasse aux déchets, donc elle peut emmagasiner quelle quantité de déchets et vous savez avec des capteurs que, en gros, elle a fait le plein, elle doit revenir au bercail. Enfin, quelle est la logistique ? Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur de la tortue, il faut vraiment visualiser la tortue comme une poubelle qui est creuse, donc dans laquelle l'eau s'écoule quand la tortue avance. Donc les déchets rentrent. Nous, à l'intérieur, dans ce qu'on appelle l'estomac, il y a un espèce de filet qui se rabat sur les déchets et qui les plaque pour que l'eau puisse sortir à l'arrière de la tortue, mais sans les déchets. Et une fois que la tortue est pleine, donc on fait tout simplement ça à l'aide de la masse qu'elle traîne à partir d'un certain degré. Enfin, plus elle a des difficultés à avancer, plus elle sait qu'elle se remplit en déchets. Donc, à partir d'un certain nombre, on sait qu'elle est pleine et qu'elle doit aller se vider dans ce que je disais tout à l'heure, un système de dock, tout simplement une espèce de poubelle immergée dans laquelle la tortue va venir vomir, pour employer un mot un peu grossier, avant de repartir. D'accord, on peut appeler ça comme on veut. Et l'objectif, donc premier proto fin 2021, on va laisser nos amis réagir sur l'idée et sur la complémentarité de l'approche. Et ensuite, en gros, il en faut combien sur quelle taille de zone pour que ça soit efficace? Vous avez un peu calculé ça? Alors, pas vraiment. C'est-à-dire que pour l'instant, on est parti du postulat de base, il y a des déchets dans les ports, il faut qu'on fasse quelque chose. On a eu l'idée de faire ce robot bio-inspiré qui nage comme une tortue. On ne sait pas exactement combien de robots comme celui-ci il faudrait. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment imaginer le robot comme
ce que je disais tout à l'heure, comme un espèce de gardien qui attend dans les ports et qui agit vraiment comme un nettoyeur autonome, 100% autonome, qui va aller ramasser les déchets, qui va les avaler, les déposer avant de repartir. Donc, on ne sait pas encore combien de robots il faudrait pour nettoyer un port efficacement. Je pense qu'il faudrait pour ça qu'on ait un premier proto, qu'on aille le tester dans un port et voir comment ça se passe. Combien de temps il met pour ramasser telle quantité de déchets, est-ce qu'il est efficace, ce genre de choses. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur la partie technique du projet. Mais c'est le genre d'études qu'on va devoir mener une fois qu'on aura un proto, oui. Très bien, mais c'est très intéressant. En tout cas, c'est une belle initiative. Mais attention, ce robot n'est pas un jouet. Hein. Quand vous le verrez dans un port, ne lui jetez pas une bouteille plastique pour lui donner à manger. Hein. Il va flotter d'ailleurs. On le verra robot, ou pas? Et là, justement, c'est ce que j'allais dire. La particularité du robot, c'est qu'il peut aussi bien nager en surface que sous l'eau. C'est la petite nouveauté, c'est-à-dire qu'il peut aller chercher les déchets qui sont entre la surface de l'eau et le fond de l'eau. Justement, c'est des espèces de déchets qui flottent de façon intermittente, entre la surface et le fond. Donc, le robot pourrait être amené à… En fait, il balaie un volume en 3 dimensions. Donc, par conséquent, on le verra à la surface de temps en temps, mais il sera majoritairement sous l'eau. D'accord. J'ai une dernière question et ensuite on va aller du côté de Sébastien Maréchal pour H2O parce qu'on est peut-être sur des approches un peu similaires, je ne sais pas, mais ma dernière question un peu en taquinerie, mais est-ce que, pour rebondir au propos de Jean-Michel, est-ce que dans une école d'ingénieurs comme Estaca, on vous parle aussi de biologie et de microbiologie pour lutter contre le plastique? Alors, ce qui est assez intéressant dans ce projet, c'est qu'il est un peu en marge de ce qui se fait actuellement à l'école. Non pas parce que c'est un projet écolo ou un projet de dépollution, c'est parce qu'a priori, c'est une école spécialisée dans les transports. On fabrique des avions, on fabrique des voitures, des trains, des fusées. Et nous, on est arrivé devant les professeurs avec l'idée de faire un robot qui va aller ramasser les déchets dans les ports et qui nage comme une tortue. Donc, ils se sont dit, bon, on reste dans le domaine des transports, mais c'est assez particulier. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'école, il y a toute une atmosphère maintenant de travail sur justement les véhicules hybrides, les véhicules électriques, les carburants, des carburants qui polluent moins lorsqu'ils sont brûlés. Il y a toute une mentalité de verdir un peu les transports. La tortue est un peu en marge de ce qui se fait dans l'école, mais elle reste dans cette idée-là que les ingénieurs peuvent contribuer avec des solutions techniques à nettoyer efficacement la pollution marine. Les déchets plastiques dans les océans. Bon, écoutez, merci et merci d'avoir répondu à l'invitation parce que c'est comme Simon Bernard finalement. J'ai vu passer un post quelque part et je vous ai lancé l'invitation. Bah, écoutez, venez en parler à Biome Expo parce qu'on aime bien mettre des coups de projecteur sur des initiatives comme les vôtres. Donc merci de venir nous en dire un mot. Je me tourne vers H2O pour savoir un petit peu la complémentarité perçue entre ce travail de la Green Turtle dans les ports et puis une approche comme la vôtre. Pardon, n'y voyez pas de critique, au contraire. Mais vous êtes un peu plus low-tech, hein, il me semble. Oui. Oui. Nous, on est sur du low-tech, c'est-à-dire que nous, il n'y a pas de high-tech sur notre collecteur. Donc, nous, il a été éco-conçu, il est en polyéthylène haute densité, donc bon, 100% recyclable. C'est notre collecteur, lui, en fait, il est lesté et positionné de manière stratégique en bordure de berge. Pourquoi ? La première raison, c'est pour ne pas entraver la circulation des bateaux marchands. Nous, le fonctionnement, donc il fonctionne soit avec les vents de surface, donc le collecteur est statique, ou alors par le courant qui est délivré par le cours d'eau en lui-même. Donc c'est vraiment ces deux éléments-là qui vont venir remplir notre baleine des rivières. Sa capacité de rétention, nous, on est sur 1 tonne. Après, l'objectif n'est pas d'arriver jusqu'à ça 1 tonne, puisque nous, on a des équipes qui interviennent directement sur le collecteur. Donc, ces dimensions sont quand même assez importantes, puisque la partie en U fait 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres. Et ça descend jusqu'à 70 cm de profondeur avec un système de fanon qui vient récupérer les déchets qui y sont immergés. Nous, les équipes interviennent 2 à 3 fois par semaine pour récupérer les déchets. Pourquoi ? C'est justement une bouteille plastique qui va passer 4 mois dans la nature avec l'exposition aux UV, les intempéries, la boue. Souvent, ce sont des produits, lorsqu'elles sont récupérées, finissent au mieux en revalorisation énergétique et, dans le pire des cas, en enfouissement. Alors qu'une bouteille qui va être récupérée par les équipages de ZOP, elle passe en moyenne entre 24 et 72 heures et peut suivre la même filière que la bouteille plastique que vous allez mettre dans votre bac jaune. Voilà, l'idée, c'était d'avoir un système qui crée des zones d'accumulation en se basant, c'est ce qu'on avait expliqué lors du pitch, sur
le fait de reproduire ce qui se fait dans la nature, à savoir un arbre en travers d'un cours d'eau, va retenir les déchets plastiques. Le problème, c'est qu'il ne facilite pas forcément la récupération. Surtout, c'est que personne ne s'est intéressé à savoir comment les récupérer dans les arbres. Et en général, on ferme les yeux, puis on se dit quand la prochaine crue, ça va se décrocher et ça ira chez le voisin. Donc l'idée, c'était de pouvoir remplacer ces arbres, parce qu'ils ont une valeur au niveau de l'écosystème. Donc pour tout ce qui est poule d'eau ou pour ce qui est poisson niché dessous, qui puissent avoir le choix de produits naturels qui viennent se prendre dans les branches plutôt que de déchets plastiques. Donc, c'était vraiment créer des zones maîtrisées par l'homme qui viennent en soutien des zones naturelles, en fait. Est-ce que, Simon Bernard, du côté de Plastic Odyssée, est-ce que lors de votre aventure, vous allez aussi faire la pédagogie, la démonstration de solutions de collecte comme celles qu'on a pu voir, ou est-ce que vous allez vraiment être concentré sur les outils de transformation et de valorisation des déchets plastiques ? Alors, c'est possible qu'on puisse intégrer des systèmes de collecte, mais vraiment, là où on se concentre, c'est sur le recyclage et aussi beaucoup sur la réduction du plastique. On a toute une équipe qui s'appelle Plastic Odyssey Community qui va, elle, travailler sur la sensibilisation du grand public pour réduire l'utilisation et la consommation. Et donc, plutôt une approche sciences sociales, sciences humaines, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on produit et on utilise du plastique et comprendre comment faire changer les comportements. Donc, nous, cet aspect-là, en plus du recyclage, on se concentre surtout sur la réduction et finalement la collecte. Il y a déjà énormément de projets, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément concentré nos efforts là-dessus. Merci beaucoup. Je reviens vers Yannick Lerat, s'il vous plaît, pour The Sea Cleaners, parce que de temps en temps, on a le sentiment que... allez, quel est le poids et le rôle de la sphère publique dans tout ça? Parce qu'on est très enthousiaste de tout un tas d'initiatives. On est les premiers à essayer d'en faire partie d'ailleurs, mais à essayer de les valoriser. Il y a beaucoup d'initiatives citoyennes. Simon vient de parler de sciences participatives qui existent beaucoup en matière de biologie notamment et d'observation du vivant. Mais pardon, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas une grande armada publique et privée avec d'ores et déjà un déploiement de toute une flotte de Manta, de Plastic Odyssey, de tout un tas d'approches diverses et variées. Comment vous ressentez, Yannick, la dimension et l'appui de la sphère publique parce que la pollution plastique, c'est aussi un enjeu de santé publique et de santé humaine, santé des océans et de l'océan, mais aussi de santé humaine. Vous vous sentez un peu seul à travers vos partenaires. On a vu que Simon avait aussi un projet financé par des partenaires. Où est le public dans tout ça ? Oui, c'est un point très important. Alors, dans le public, on peut mettre effectivement tous les décideurs et les institutions. Mais moi, je mettrais peut-être plutôt le consommateur. Je pense qu'il faut revenir aux sources. Moi, j'aime bien faire ça. On est dans une société de consommation. C'est ça qui a généré la pollution plastique. Ce qui veut dire que le pouvoir est dans les mains du consommateur, quelque part. Et je pense que le consommateur a tendance à oublier ça. Et il est libre de faire ses choix, d'acheter des produits. Alors évidemment, ça contraint un petit peu les habitudes qu'on a pu prendre. Mais petit à petit, c'est un petit peu comme la différence entre faire un régime alimentaire et changer réellement d'habitude alimentaire. Il faut y aller petit à petit si on veut réellement faire un changement dans la durée. Mais moi, je suis intimement convaincu que le consommateur a réellement un pouvoir pour réduire cette pollution plastique en amont, en choisissant les bons produits et puis surtout en étant bien informé. Et c'est là où tout le monde des médias a son rôle à jouer parce que c'est quelquefois compliqué de faire le bon choix. Mais on est 100% d'accord et probablement, et j'espère que la dynamique est quand même positive de ce point de vue-là. On voit aussi énormément d'initiatives issues de groupements de consommateurs qui parfois font de l'influence et mettent la pression sur les industriels, sur notamment la dimension emballage. Toujours est-il que
aujourd'hui, on a une quantité de plastique à aller nettoyer et qu'on a quand même, je reviens à ma question, le sentiment qu'il y a beaucoup d'initiatives citoyennes et privées et que là, pour le coup, l'approche collaborative public-privé, on ne la voit pas forcément beaucoup s'exprimer. Peut-être que du côté de Hope, vous avez parlé d'une expérimentation sur Strasbourg. Je ne sais pas si vous avez un témoignage sur vos relations avec les élus locaux. Enfin, on n'avait pas préparé la question, mais comment réagissent ces autorités locales ? Non, alors, ce qu'il faut savoir concernant que ce soit les collectivités, régions ou départements, ça fait déjà plusieurs années où les élus en fait sont sensibles à la question environnementale, mais la principale question que ces institutions publiques se posent, c'est mais comment est-ce qu'on fait ? Parce qu'on est sur quelque chose de nouveau, ils n'ont pas forcément les moyens techniques ou les moyens humains et ils ne savent pas forcément comment le faire, comment dépolluer un cours d'eau, de quelle manière, avec toutes les contraintes que ça implique. Donc les collectivités aujourd'hui sont sensibles à cette question-là et veulent y répondre, mais surtout cherchent de quelle manière elles peuvent y répondre et est-ce que la solution fonctionne ? Et on va dire, il y a une prise de conscience actuellement, effectivement, des déchets plastiques dans les cours d'eau, mais il y a toujours cette notion qui reste encore de se dire, est-ce que réellement il y a un volume ? Est-ce que réellement, au travers de votre service, il va y avoir un énorme volume qui permette de rentabiliser le coût de l'investissement ? Parce qu'on est toujours sur ces rapports de coûts et de dépenses. Donc, pour une collectivité, la démonstration qu'on a pu faire leur a démontré qu'effectivement, il y a une valeur parce que le jour où on avait fait la démonstration à Strasbourg en milieu urbain, on était sur une zone où normalement, on devait avoir des apports de matière venant d'une écluse en amont. Sauf que vu qu'elle était en travaux, c'était fermé. Ce qui fait qu'on a travaillé en milieu clos quasiment sur 2 km² qui étaient aux abords d'un grand centre commercial et qui permettait de démontrer que sur une année, sachant qu'on était en période hivernale pendant un mois, les 109 kilos qu'on a récupérés, en extrapolant sur ce qu'on a pu voir après par la suite en été, on arrive à 2 tonnes pour une zone qui est ridiculement petite. Surtout donc quand on arrive à montrer ça… Pardon, mais surtout que votre solution n'est pas très coûteuse. C'est ça, le seul réel coût que peut avoir notre solution, et c'est ce qui fait notre intérêt et notre plaisir aussi là-dedans, c'est vraiment de replacer l'homme au cœur de l'action, puisque la meilleure des sensibilisations, on a pu le voir même avec nos proches, c'est quand on les emmène avec nous pour faire du repérage, pour identifier les zones de pollution, voir ce qui s'y fait, quand ils reviennent, ils disent c'est quand même pas possible. On en est à ce niveau-là, à l'heure à laquelle on est, à l'heure sur le fait d'être dans un pays quand même développé. Les gens réagissent de cette manière-là et après, on se rend compte qu'en étant dans l'action, ils sont imprégnés de ça et derrière, ils disent c'est marrant, maintenant quand je me balade en voiture, dès que je vois un fossé, je vois que des canettes. Donc, il y a la sensibilisation, c'est bien. Je rejoins Jean sur les émissions de télé, sachant qu'on a quasiment une quarantaine d'années avec Seb. On a été sensibilisé par Cousteau, WWF et toutes ces superbes émissions qu'on a pu avoir avec Nicolas Hulot et le reste. Maintenant, on est dans l'âge où on peut passer à l'action. Ok. Absolument, et merci pour tout ça. J'ai une dernière question qui s'adresse un peu à tout le monde. Je rebondis sur quelque chose qu'a pu dire Simon tout à l'heure. On voit plein d'initiatives comme les vôtres qui nous enthousiasment et qui méritent des coups de projecteur comme aujourd'hui. On essaye d'y participer. Mais Simon disait tout à l'heure, on travaille tous sur des solutions différentes, un peu chacun dans son coin. Est-ce qu'à un moment donné, il y aura une forme de collectif qui va se créer avec vous et d'autres pour que vous ayez des partages d'expériences entre vous et des retours d'expérience sur une sorte de collectif je sais pas comment l'appeler, les dépollueurs citoyens ou je ne sais quoi. Mais justement, est-ce que vous échangez, est-ce que vous communiquez entre vous, est-ce que vous essayez d'optimiser vos solutions également en vous confrontant aux aventures des autres amis et entrepreneurs qui se fixent le même objectif que vous? Pardon, la question, c'était pour moi ou... Est-ce que vous essayez de profiter des expériences des autres? Bien sûr,
Non, parce que... C'est la base en fait du projet, c'est de réunir cette communauté d'ingénieurs, de porteurs de projets qui travaillent sur les sujets. Donc par exemple pour la pyrolyse, on travaille avec un projet qui s'appelle Dung Beetle en Afrique du Sud et on co-développe avec eux une solution qui sera mise en open source. Pareil, bon, sur la collecte, il y a assez peu aujourd'hui de projets qui sont prêts à, et forcément ça se comprend aussi, hein, c'est pas évident hein, de partager, de collaborer. Ça s'est figé, mais je crois qu'on va terminer avec Sébastien Maréchal qui a une réaction là-dessus, sur cette idée de collectif. Parfois, le collectif, ça permet d'aller plus vite et d'être plus fort et de faire passer des messages. Sébastien. Nous, au niveau de H2OP, on est déjà sous une forme collaborative. Effectivement, derrière toute start-up, il y a un modèle économique, mais ça ne nous empêche pas, par exemple, de travailler avec des ONG, chose qu'on a faite sur le déploiement de notre solution sur le port de Düsseldorf. Je pense que la collaboration est présente de plus en plus, aussi bien au niveau des ONG, fondations ou start-up, mais c'est plus un état d'esprit c'est plus un état d'esprit qui permettra des fondateurs ou des dirigeants qui permettent d'arriver à un but commun. Merci. Un dernier retour, un dernier passage par Jean-Michel en Novobiome en Belgique. Et puis on va terminer cette émission. Yannick, si vous voulez dire un dernier mot, évidemment, dites-le à la régie en levant la main et on aura terminé. Merci beaucoup, Jean-Michel. Effectivement, je crois que sur la collaboration, l'inspiration du vivant, elle là aussi. Je crois qu'il nous faut une très grande diversité d'actions. Hein, c'est dans la diversité que naît aussi une forme d'innovation. Il faut aussi les interconnexions. Et donc, c'est aussi des rôles dans les écosystèmes de certains organismes d'interconnecter, de faire en sorte que justement l'information passe, que les gens se rencontrent et qu'il y ait ces échanges d'informations. Donc là, effectivement, comme cette semaine, c'est extrêmement utile. Et puis moi, je rejoins tout à fait les propos de Sébastien et de H2OP. C'est vraiment un état d'esprit qui doit se répercuter à toutes les échelles de la société. Du pouvoir politique aux grandes entreprises dans une logique ouverte aussi de stimulation, à la collectivité, aux gens qui en vivent. Et puis fondamentalement, je crois qu'on vit dans un monde qui est biaisé. Tant qu'on n'a pas une vision réelle du coût réel des choses et du coût environnemental de ce qu'on fait, c'est facile de ne pas changer ses comportements. Et donc, je crois que là, c'est vraiment un appel aussi, c'est qu'il faut qu'on ait une vision réelle du monde dans lequel on vit pour stimuler cette collaboration et cette envie collective de faire du changement. De l'envie collective, absolument. Mais écoute, merci. Un état d'esprit, de l'envie collective. On était ravis de proposer ce coup de projecteur sur vos activités et sur vos projets. Je crois que Yannick a un petit mot de conclusion. Yannick. Oui, si vous voulez bien. Il y a eu une grosse réunion de scientifiques il n'y a pas très longtemps là, sur l'océan. Et un des acteurs, je dirais, majeurs sur la modélisation de la pollution plastique en mer, Eric Van Sebille, qui ne mâche pas ses mots en général, a dit, concernant la pollution plastique, il n'y a pas de chasse d'eau pour évacuer la merde. Ça a fait le tour des réseaux sociaux, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que les gouvernements travaillent beaucoup en amont, l'argent public va beaucoup en amont pour essayer de mettre en place des systèmes d'économie circulaire, mais il faut qu'on nettoie la merde qu'il y a déjà dans les écosystèmes, quoi. Là, il n'y a pas de secret. Et pour l'instant, c'est plus des initiatives, je dirais, financées par le privé, donc on est des débroussailleurs. Et puis, comment ça évoluera, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut le faire. Ben voilà, on est d'accord, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Où est la grande armada du 6 juin pour aller nettoyer toute cette... Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour vos beaux projets et belles initiatives. Ravi de votre présence pour avoir participé à cette émission. Merci Yannick Lerat, merci Sébastien Maréchal. Et j'ai oublié l'autre nom, je suis désolé, je ne l'avais pas dans mes notes. Merci en tout cas H2OP. Merci Simon Bernard, merci Jean-Michel Cheren et puis Baptiste Jagoury pour représenter le collectif Green Turtle de Estaca. Merci beaucoup, à bientôt, bon déjeuner. On se retrouve à 14h30 pour parler d'économie régénérative et notamment à travers les travaux de Claude Grison. On va parler de chimie circulaire et d'éco-catalyse. Bon déjeuner, à tout à l'heure, 14h30.